en sciences humaines, c'est une question qui remonte à très très longtemps, puisque dès le 19e siècle, on avait des anthropologues, des missionnaires qui ont étudié les sociétés dites traditionnelles en Afrique, en Amérique du Sud, en Océanie. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup d'observations sur les rites de passage, sur les fêtes rituelles et donc sur les liens entre consommation de produits psychoactifs et puis fêtes, quoi. Et puis il y a des travaux aussi notables dans les années 50 à Chicago, ce qu'on appelle l'école de Chicago, où notamment Howard Baker a étudié les trajectoires de fumeurs de marijuana dans les clubs de jazz. Et il y avait tout un tas d'analyses sur comment le collectif aidait à constituer une trajectoire un petit peu de musiciens et de fumeurs de marijuana. En France, dès le début de la sociologie aussi, avec Émile Durkheim et Roger Caillois, on étudie ce qui est normal et ce qui est pathologique dans une société. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux sur les fêtes, surtout religieuses. Au départ, et dans les sociétés traditionnelles, la fête est liée à un calendrier religieux ou à un calendrier rural, et ça a été beaucoup documenté. Je pense aussi aux travaux de Van Gennep sur les rites de passage, ça c'est des choses qui ont été beaucoup étudiées. Et puis ensuite, dans les années 60-70, il y a eu pas mal de travaux sur les contre-cultures, l'émergence du rock'n'roll, et ça ensuite on a beaucoup de travaux sur les groupes culturels jusqu'au TEFR de techno récemment. Puis il y a eu aussi tout un mouvement à partir des années 80 sur la question de la sécurité routière, donc sur pourquoi les jeunes s'alcoolisent et comment réduire les consommations d'alcool des jeunes notamment. Et il y a des hypothèses, en tout cas, qui montrent que c'est ce qui a vraiment changé dans notre société, c'est le statut de la fête. Donc, dans une société traditionnelle, la fête est assez cadrée par un calendrier, par des officiants, par des obligations sociales. Et dans notre société, on parle d'une festivalisation de la société, c'est-à-dire que l'offre de fête est devenue très courante et omniprésente. Donc, on peut avoir des occasions de sortie de pratiques festives quasiment à tout moment de l'année et quasiment toute la semaine. Et donc, ce que ça a induit vraisemblablement, ce qu'on dit en anthropologie, c'est que la fête se vide un petit peu de son sens. Peut-être qu'on a des occasions qui sont très fréquentes pour faire la fête, mais il y a moins de dimensions de célébration. On partage moins d'aliments aujourd'hui dans les soirées, dans les pratiques festives. On partage moins de danse aussi. On a même un déficit d'espace pour danser le soir dans les villes. Et ce qu'on peut faire comme hypothèse, c'est qu'il y a un glissement des pratiques festives où on passe d'émotions partagées autour d'une culture, autour d'aliments, autour de la danse, à quelque chose qui est beaucoup plus réduit autour des produits psychoactifs. Alors, il y a deux grandes dimensions. D'abord, il y a une dimension sociale. Donc, le rôle des produits psychoactifs, c'est de permettre aux populations de se désinhiber, d'entrer plus facilement en relation. Et donc, les produits viennent aider à se désinhiber pour construire des relations amoureuses, draguer. Donc, il y a une dimension relationnelle, on se désinhibe et on va plus facilement vers les autres. Et puis, il y a une dimension émotionnelle aussi, c'est-à-dire que la fête, la nuit, c'est des moments où on vit des émotions intenses et donc les produits psychoactifs viennent augmenter l'excitation et l'expérience émotionnelle, quoi. Et il faut noter aussi dans les évolutions, ce qu'on observe quand même ces dernières années avec l'évolution des pratiques festives, c'est qu'on a des populations de jeunes femmes qui, entre guillemets, rattrapent leur retard par rapport aux jeunes hommes. Donc, traditionnellement, l'ivresse, les consommations de produits, c'est plus le fait des hommes. Et aujourd'hui, l'écart entre les hommes et les femmes en matière de pratiques d'ivresse, il tend à se réduire. C'est-à-dire que les consommations des filles sont en progression assez nette, chez les jeunes adultes, entre 18 et 30 ans. Alors non, on peut pas dire ça. On a même différents types de trajectoires. On a une coexistence en fait entre différents modèles de consommation. Donc là, je cite quelques chiffres du baromètre santé, donc des enquêtes qui sont faites régulièrement sur les 18-25 ans. On a en France déjà 10% de personnes qui ne boivent pas d'alcool. Donc on a des abstinentes. Ensuite, on a 53% des personnes qui ne déclarent aucune ivresse dans l'année. C'est la majorité des jeunes adultes. Après, on a des minorités plus actives, entre guillemets, donc on va avoir un quart de la population qui va avoir 3 ivresses dans l'année. Et puis, on est surtout plus inquiet, entre guillemets, sur 10 à 15% de la population qui va avoir plusieurs ivresses, plusieurs consommations excessives chaque semaine. Donc, on a vraiment le grand écart entre une majorité de jeunes qui sont abstinents ou qui n'auront pas d'ivresse dans l'année et puis 10-15% de cette tranche d'âge qui va avoir plusieurs ivresses dans la même semaine. On a des comportements en fait très différenciés.
avec davantage de consommation dans les espaces ruraux et dans les centres-villes, et des consommations plus modérées dans les grands ensembles urbains. Il y a un phénomène, il y a des écarts liés au territoire, des écarts aussi liés aux catégories socio-professionnelles. Ceux qui consomment le plus dans les statistiques, c'est et les étudiants et les jeunes actifs, par exemple. Mis à part ces grands écarts en matière statistique sur la récurrence des consommations, on observe aussi, on travaille sur les déterminants individuels. On va dire qu'on a donc une grande partie qui sont des consommateurs plutôt modérés, qui vont avoir une pression interne pour se réguler, ne pas perdre pied, ne pas avoir un trou de mémoire, ne pas aller vers le coma éthylique. Donc ça, c'est le profil de jeunes que j'appelle les modérés. Après, on va avoir un autre profil de jeunes qui a une pression interne et plutôt un mal-être interne. Et donc là, il y a pas mal de travaux de psychologues qui montrent que ces populations ont connu souvent de l'adversité pendant l'enfance et ont eu peut-être des liens d'attachement moins structurés pendant leur enfance. Et ça, ce sont les jeunes que j'appelle les casse-cous. Ce sont les jeunes qui vont faire la fête pour s'absenter, donc faire la fête pour fuir le quotidien, s'oublier, donc ce qu'on va retrouver aussi chez les jeunes en errance. Mais ensuite, donc on a une partie des jeunes qui va être sujet plutôt à une pression externe et une pression du groupe. Des jeunes que j'appelle les conformistes, c'est-à-dire qui vont consommer pour ressembler et pour s'assembler. Donc c'est pas forcément dans leur envie, dans leur nature, dans leur structuration éducative de consommer, mais on va consommer pour appartenir au groupe et ressembler aux autres. Donc ça, c'est des jeunes qui prennent aussi des risques parce qu'il y a des risques de violence, de sexualité subie pendant les soirées et puis aussi d'accidents de la route. Et le quatrième profil, on va dire que c'est un profil de fêtard excessif. Donc ça, c'est des jeunes qui ont une pression du groupe pour être un petit peu mis en avant, avoir des conduites de défi. Et ça va être les jeunes les plus à risque dans les collectifs étudiants notamment, qui vont avoir cette recherche d'excitation, cette pression devant le groupe pour aller le plus loin que les autres, être un petit peu au cœur de la soirée, avoir des conduites très libertaires où ils veulent s'affranchir des codes et ils nous disent nous on veut profiter de notre jeunesse, on veut profiter de cette parenthèse à fond avant de rentrer dans la vie bien rangée. Oui, tout à fait, parce que l'offre festive s'est développée, c'est un marqueur d'une génération, donc il y a une offre propre à chaque génération, chaque type de culture, et en fait les consommations de produits, ça permet de faire agrégation, donc d'appartenir au groupe. Donc ça c'est vrai dans des clubs sportifs par exemple, c'est vrai aussi à l'occasion des soirées d'agrégation, les soirées de début d'année dans les grandes écoles, il y a vraiment un facteur appartenance et une pression du collectif pour s'adonner aux pratiques coutumières dans le groupe, quoi. Et si on ne pratique pas ces consommations-là, on est mis de côté de fait. Donc il y a une pression du collectif, ça c'est indéniable. Donc quand on analyse des consommations, en fait, on analyse un triangle. Donc on analyse le produit, est-ce qu'il est disponible, est-ce qu'il est accessible. On analyse les déterminants individuels, donc est-ce qu'il y a une fragilité de la personne individuelle, et puis on analyse le rôle de l'environnement. Donc c'est ces trois pôles-là qu'il faut analyser en fait dans un contexte de consommation. C'est clair que l'environnement va rendre plus ou moins accessible un produit. Donc dans nos sociétés occidentales, la drogue légale, c'est l'alcool, et c'est vrai qu'il y a des démarches de marketing, il y a une pression énorme pour faire que cet alcool soit présent en fait dans notre société, dans nos commerces, lors des pratiques festives, lors des événements sportifs et autres. Ça va être le cas aussi de drogues illicites dans certains milieux festifs. Si vous allez par exemple dans les teufs techno, sans vouloir les stigmatiser, mais moi j'ai fait ma thèse là-dessus dans les années 2000. C'est vrai qu'il y a une offre de produits de synthèse qui est très importante, par exemple dans les rassemblements free party. Donc ça, c'est la question du produit. Il est plus ou moins addictogène et il est plus ou moins présent. Et puis, il y a le rôle de l'environnement social. Donc, quand vous avez un environnement qui banalise la consommation, c'est le cas, par exemple, dans les soirées d'intégration dans les grandes écoles, ça va avoir un rôle sur les comportements individuels.
Bon, alors dans les travaux dont moi je parle, on est surtout sur des approches ethnographiques, hein, donc c'est être présent dans des soirées, dans des regroupements, dans des clubs sportifs, dans des fêtes cérémonielles, dans des concerts, donc observer. Ensuite des entretiens, donc on interroge beaucoup les gens après coup, hein, pas pendant les soirées, mais après coup à froid, beaucoup d'entretiens. Et puis on a eu aussi, on utilise ça en sociologie, les statistiques, hein, donc il y a eu beaucoup d'enquêtes épidémiologiques qui se sont développées à partir des années 90 et on a beaucoup de données aujourd'hui sur notamment tous les jeunes Français de 17 ans avec les enquêtes qui sont faites par l'Observatoire français des drogues pendant les journées d'appel à la défense. On a aussi des enquêtes qui sont faites dans les lycées où on compare les consommations des jeunes dans les différents pays européens. Donc voilà, on croit, si vous voulez, en sciences humaines, des données d'observation directe, des entretiens, puis des données statistiques.